Le stress est une alarme biologique qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On donne souvent, on délègue aux gens la responsabilité du résultat sans leur déléguer le pouvoir de décision. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Karim, dans un monde anxiogène, peu importe son poste, sa fonction, ses responsabilités, le stress au travail touche aujourd'hui la majorité des salariés. La première question, qu'est-ce que le stress en entreprise? Alors le stress est une alarme biologique qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre mode de fonctionnement actuel n'est pas efficace et qu'il faut donc s'adapter. Donc bon, en général, quand on parle du stress, c'est pour parler de son effet négatif sur la santé. Et donc effectivement, il a un effet négatif, surtout sur des durées prolongées, sur des périodes prolongées. Sinon, sur les courtes périodes, il est plus utile que nuisible. Donc, premier élément, quand ça s'inscrit dans la durée, c'est parce qu'il y a de mieux, donc ça n'aide pas beaucoup. Et puis le deuxième élément, c'est quand il y a une combinaison de plusieurs facteurs stressants. Ben là, ça peut dépasser rapidement notre limite et notre capacité à gérer le stress, tout simplement. Alors, un exemple, tout simple. Imaginez un superviseur commercial qui va s'occuper de traiter les réclamations clients. Donc il a une procédure, une manière de faire habituelle, qui est tout simplement de prendre le temps d'écouter le client, de comprendre ce qu'il a et de régler le problème. Donc tant que ça se passe comme d'habitude, pas de stress. Jusqu'au moment où cette stratégie habituelle va se révéler être inefficace avec un client pour une raison ou pour une autre. Et donc là, il y a un stress qui démarre. Si en plus, donc on va combiner plus de facteurs, il a des éléments comme la pression du résultat qui vont arriver ou la pression du temps qui vont être là aussi, mais on peut imaginer que le stress va rapidement dépasser ses capacités à le gérer tout simplement. Monsieur Karim maintenant, quelles sont les techniques que vous préconisez pour lutter contre le stress au travail? Alors, premier élément à comprendre, c'est que le stress est un symptôme. Donc, comme un mal de tête, quand on a mal à la tête, c'est un symptôme. Et on peut traiter ça en prenant une aspirine. On peut aussi traiter ça en comprenant la cause, qui peut être un manque de sommeil ou une concentration sur un travail pendant trop longtemps, et aller régler le problème à la cause, donc faire une bonne sieste, et puis c'est réglé. On peut aussi combiner les deux, prendre un bon cachet d'aspirine et faire une bonne sieste. Et à partir de là, on se sent mieux plus rapidement. On va appliquer la même logique pour le stress. Donc, on va d'abord parler des symptômes, en fait, comment réduire le symptôme stress. Et la première chose dont je parlerai, c'est le lâcher prise. En gros, c'est juste accepter l'idée qu'on ne va pas tout contrôler. Et il y a une personne très sage qui avait dit « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donc le courage de changer les choses que je peux changer. Et puis la sagesse d'en faire la différence. » Donc j'aime bien comment c'est dit, je trouve que ça reflète beaucoup l'idée de lâcher prise. Alors deuxième élément, c'est de se ressourcer. Alors comment est-ce qu'on peut se ressourcer? D'abord d'avoir une vie en dehors du travail, idéalement d'avoir une passion qu'on va pouvoir pratiquer quelques fois par semaine, ça donne énormément d'énergie. Faire du sport ou toute autre activité physique. Alors il y a le côté on se sent bien, on élimine les toxines, tout ça, et il y a le côté oxygénation du cerveau. Alors on peut imaginer que le cerveau est au centre de tout, il contrôle tout, et que le cerveau n'est pas toujours aussi bien oxygéné qu'il devrait, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie à l'intérieur du cerveau. Il y a des zones, et la zone par exemple qui gère les battements du cœur, la respiration, enfin tout le côté survie, elle se sert en premier. Elle prend d'abord en premier l'oxygène, et puis ensuite, entre guillemets, elle va laisser ce qui reste aux autres zones. Et c'est avec les autres qu'on réfléchit. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir respirer un bon coup, que ce soit en faisant du sport ou tout simplement en faisant des exercices de respiration. Parce que physiologiquement, ça a un impact direct sur notre cerveau. Alors j'insiste un peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cette histoire de respiration. Moi-même, j'y croyais pas. Mais quand on peut voir au scanner, enfin à l'IRM, ce qui se passe dans le cerveau quand on respire normalement et quand on respire d'une manière plus prononcée,
on voit physiquement en fait que les zones sont irriguées en oxygène. Donc ça aide, c'est prouvé scientifiquement actuellement. Alors, le rire aide énormément. Là aussi, ça permet d'éliminer on va dire, le côté négatif. Et ça sécrète, là aussi c'est physiologique, ça sécrète des hormones dans le corps. Donc ces hormones nous font du bien et elles restent dans le corps quelque temps après avoir rigolé un bon coup. Donc on peut utiliser les petites pauses, les plaques, tout ça. On peut se débrouiller pour bien rigoler dans la journée. En tout cas, c'est très important et à pratiquer quotidiennement. Alors là, on a parlé donc, des symptômes. Donc on a dit se ressourcer, on a parlé du fait de lâcher prise. Alors maintenant, les causes. Donc on va aller un peu plus profondément. On va parler de l'aspirine, on va parler de la sieste maintenant. C'est commencer par la pyramide moyen-résultat. Alors c'est quoi cette pyramide? C'est tout simplement, il y a des moyens à la base sur lesquels on va construire des résultats donc, qui sont au sommet de la pyramide. Et donc la logique veut que la base soit plus grande que le sommet pour que ça puisse tenir, sinon très rapidement être déséquilibré et puis ça ne tient plus tout simplement. Alors il se trouve que des études ont prouvé que très souvent cette pyramide est inversée dans le monde du travail, que les résultats qu'on attend de nous, soit parce que les délais sont courts, soit parce que les exigences de qualité sont trop importantes, soit parce que la quantité de travail est trop grosse, font que les moyens ne suivent pas. Et donc, dans une situation comme ça, là, on a une grosse source de stress qui est présente. Et première étape, comme pour tout problème, c'est de le diagnostiquer, d'être conscient de la chose et d'aller chercher des moyens supplémentaires pour atteindre ces résultats, ou au contraire de négocier ces résultats, soit à la baisse, soit dans la durée, dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un élément important qui a été prouvé statistiquement comme étant quelque chose vraiment à prendre en considération dans le monde de l'entreprise. Alors, deuxième élément dont je parlerai et que beaucoup de personnes omettent, mais qui reste très important, c'est l'adéquation. Alors souvent on parle de l'adéquation entre le profil et le job. Et dans le profil, on met les compétences. Donc il faut que la personne ait les compétences requises pour le job. Bien entendu, c'est important. Il y a un deuxième élément qui est très important dont on parle moins souvent, c'est la personnalité, c'est le profil de personnalité. Et c'est tout simplement ce que cette personne aime faire et n'aime pas faire. Donc ce qu'elle aime faire procure du plaisir, évidemment, et ce qu'elle n'aime pas faire procure du stress. Donc pour ce qu'elle n'aime pas, il y a un besoin d'adaptation par rapport à son mode de fonctionnement habituel ou naturel. Et donc ce besoin d'adaptation va générer un stress. Donc ce qu'on n'aime pas génère du stress. Donc, dans un monde idéal, tout le monde ferait le job qu'il aime, le job de ses rêves, sa passion. C'est pas toujours possible, je dirais même c'est rarement possible. Maintenant, pour ceux qui y arrivent, c'est que du bonheur. Le vrai point ensuite, par contre, sur lequel il faut travailler et qui est beaucoup plus à la portée, on va dire, du grand public, c'est de travailler de la manière qu'on aime. Et là, je vais donner un exemple pour montrer à quel point la manière est importante. Prenez Van Gogh qui a vécu toute sa vie pour sa passion, donc la peinture, et c'est quelqu'un qui est mort avec pas grand-chose dans la poche, limite abandonné. Et bien cette personne qui adore la peinture, on lui aurait demandé de faire de la peinture mais d'une manière entre guillemets industrielle, genre faire des panneaux publicitaires à la chaîne ou quoi que ce soit, vous imaginez bien que ça aurait été une très grosse source de stress pour lui. Donc pour réduire le stress, il ne s'agit pas uniquement de faire ce qu'on aime, il s'agit surtout de le faire de la manière qu'on aime. Et là je vais donner un exemple sur comment donc prendre une tâche on va dire habituelle, donc prendre par exemple un analyste, donc c'était un analyste des ventes, donc qui aimait bien analyser, mais qui aimait aussi aller au contact du client. Et quand on l'a su, on l'a tout simplement proposé de le faire. Et à partir de ce moment-là, la personne était vraiment épanouie parce qu'elle a trouvé dans le job qu'elle faisait des choses qu'elle aimait. Donc, motivation qui augmente, stress qui diminue. Et ce qui se passe concrètement pour l'entreprise, c'est qu'on a une personne motivée qui délivre de meilleurs résultats.
Donc ce n'est pas une affaire d'uniquement faire plaisir parce qu'on est dans un monde idéal. Ça permet de faire plaisir, et ça permet aussi, et pour certains surtout, de ramener du résultat. Donc je mets vraiment une grande emphase sur la manière de faire le boulot. Elle est vraiment très importante. Quelqu'un qui fait des tâches récurrentes, qui n'aime pas trop ça, et qui aime la technologie, on le met devant un ordinateur ou un iPad ou quoi que ce soit, il va beaucoup plus facilement s'accommoder de ces tâches que si on le laissait les faire de la manière classique qui actuellement le stresse. Donc la manière est vraiment quelque chose qui est souvent entre nos mains, quelque chose sur lequel on peut agir. Donc à partir de là, on a, on va dire, des moyens très concrets d'agir sur les causes. Et si en plus on arrive à combiner ça avec le traitement symptomatique, on peut avoir des basculements assez rapides d'une situation de stress à une situation de motivation et de plaisir. Monsieur Khalil, maintenant nous allons passer aux questions vocales sur Facebook. Il y a Zélie qui est âgé de 28 ans qui vous pose la question suivante. Je viens d'être nommé chef d'équipe. Quels sont les rythmes que je pourrais instaurer pour réduire le stress et créer un climat de cohésion et de bonne humeur? Déjà félicitations pour le nouveau job. Alors, donc ce qui me vient à l'esprit, premier élément, c'est de ramener un maximum de clarté dans le job, puisqu'on peut imaginer que le contraire, donc le flou, ramène du stress. Alors, premier élément dans la clarté, les descriptions de postes. Disons que ça c'est un gros classique. On va dire, maintenant, la manière dont c'est exécuté peut faire une différence importante, notamment, imaginez, vous faites des réunions d'équipe et chacun vient pour présenter sa description de poste aux autres. Donc d'abord, ça ramène beaucoup de clarté. Et puis le deuxième élément, c'est que si jamais moi je pense qu'une partie de mon job, ce que vous voulez faire, c'est une partie de mon job, je peux tout de suite le discuter d'une manière très ouverte devant tout le monde et créer les limites. Parce qu'en fait, encore une fois, le flou, il est où souvent? Il est souvent à la limite. Quand c'est blanc et noir, c'est clair. C'est la zone grise qui est difficile à délimiter. Et donc la manière la plus facile, c'est d'avoir les gens en face les uns des autres et de les laisser discuter de leurs différentes descriptions de postes. Donc vraiment très très utile. Deuxième élément, là je reviens tout de suite à la pyramide moyen-résultat dont je parlais tout à l'heure. Là c'est vous le patron, assurez-vous que la pyramide moyen-résultat fait du sens et que c'est une pyramide et pas un triangle inversé. Alors, plan d'action. Encore une fois, de la clarté. Comment ramener de la clarté? C'est que cette année, qu'est-ce que je suis censé délivrer? Quels sont les 2-3 projets clés sur lesquels je dois travailler? Quels sont les délais dans lesquels je dois donc rendre le travail? Et aussi, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition? Donc, plan d'action, c'est important. C'est aussi important de le suivre d'une manière très très régulière, d'une manière formelle et informelle, en groupe et en individuel. Donc vraiment, il va falloir combiner tout ça, avoir des sortes de réunions d'équipe une fois par mois, une fois par quinzaine, où tout le monde fait le point. Ça permet aussi de voir qui bloque qui et donc débloquer les situations. Mais aussi en individuel, parce qu'il y a certaines choses dont les gens ne vont pas oser parler devant tout le monde. Et là, ils pourront poser beaucoup de questions et avoir votre coaching, ce qu'on appelle on-the-job coaching, par rapport à comment progresser sur le projet. Donc le suivi est vraiment très important. Et les gens savent aussi où est-ce qu'ils en sont. Ils n'ont pas de mauvaises surprises à la fin de l'année où on leur dit au fait tout compte fait, vos résultats ne sont pas à la hauteur. Donc plan d'action avec un système de suivi, ce n'est que là que, on va dire, la roue est bouclée, ou que la boucle est bouclée. Alors, un élément très 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 important, et là encore, c'est une source de stress qu'on retrouve à l'échelle mondiale, donc c'est le pouvoir de décision. On donne souvent, on délègue aux gens la responsabilité du résultat sans leur déléguer le pouvoir de décision. Et du coup, ils se retrouvent à faire plusieurs allers-retours pour venir vous demander tout simplement l'autorisation d'agir. Bon, d'abord, ça retarde énormément le travail. Ensuite, si moi je suis le boss, ça m'ennuie. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et puis, en 3, c'est une source de stress pour la personne, puisque à chaque fois qu'elle vient vous voir, elle doit vous convaincre, elle doit argumenter, elle doit dépenser de l'énergie qui est en réalité inutilement dépensée. Donc,
une bonne manière de savoir si les gens ont le pouvoir décisionnel nécessaire à réaliser leur job, c'est tout simplement de regarder le nombre de fois ils viennent vous voir. Alors, la relation dans le travail, c'est quelque chose qui cause aussi pas mal de stress, que ce soit la relation entre, on va dire, collègues ou avec le boss. Donc là, disons, deux éléments importants. Le premier, par rapport à la relation entre collègues, c'est que les gens ont besoin de se connaître un minimum en dehors du contexte travail. Alors souvent, dès qu'on parle de ça, on pense à des team building, et dès qu'on pense au team building, on pense au jet ski, et dès qu'on pense au jet ski, on pense à des choses qui coûtent très cher. Ça peut ne pas être ça peut être tout simplement un petit déjeuner toutes les quinzaines, entre 8h30 et 9h dans le café du coin, à côté du bureau. Ça ne coûte pas grand-chose, et puis ça fait très plaisir, ça permet de décompresser, ça permet aux gens de se connaître sous un nouvel angle, et donc de créer une meilleure ambiance de travail. Maintenant, pour vous, en tant que boss, que patron, l'écoute des employés est très importante. Il est vraiment très important de les écouter, mais aussi très important de mettre des règles, parce que écouter ne veut pas dire autoriser n'importe quel comportement jusqu'à arriver à des débordements. Écouter, il y a des règles, donc ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, je vous écoute, mais vous n'allez pas parler de vos collègues, quoi. On n'est pas là pour pratiquer le commérage ou le ragot, ou ce genre de choses, c'est pas vraiment l'objectif. Deuxième règle, par exemple, c'est pas parce que je vous écoute que je vais faire ce que vous dites. Finalement, en réalité, c'est moi qui décide, c'est moi le boss. C'est pas une raison pour ne pas vous écouter. Donc, je prends les inputs. Après, il y a une décision. Vous pouvez imaginer qu'il y a des dizaines d'inputs, il n'y a qu'une décision. Donc, forcément, il y a des choses que les gens vont vous dire qui ne vont pas être mises à exécution. Il faut que cette règle soit claire dès le départ. Ça réduit les frustrations de part et d'autre. Donc, deuxième élément, on a parlé des relations au travail. Et puis le troisième, c'est vraiment adapté à la personnalité, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le côté nature du job, mais aussi le côté manière de faire le job. Et dans la nature du job, je vais juste rajouter un élément, c'est que on ne peut pas donner aux gens, c'est pas toujours possible de leur donner un job qu'ils aiment. On doit quand même s'assurer qu'ils ne sont pas dans une situation où ils détestent 70% des tâches qu'ils font. Vous pouvez imaginer que c'est super stressant comme situation. Donc si jamais ça devait être le cas et qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'il se trouve que c'est la seule personne qui a les compétences pour faire ça, on peut la mettre dans ce poste, mais en gardant en tête qu'elle ne doit pas rester trop longtemps et qu'en attendant, on développe quelqu'un d'autre qui va la remplacer assez rapidement. Ou d'un autre côté, si elle est à 70-30, essayez de faire un effort minimum pour la ramener à du 50-50, donc 50% de choses que j'aime, 50% de choses que j'aime pas. On n'est pas dans un monde parfait, donc c'est parfaitement tolérable et ça passe. Alors, et puis le dernier élément, c'est la partie rythme. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres. Et ça va dans les deux sens. Je veux dire, des fois, le boss va plus vite que son collaborateur. Soit du moment que le collaborateur délivre les résultats, à la limite, ce n'est plus un problème, quoi. On ne regarde même pas le rythme, donc les laisser aller à leur rythme. Et dans l'autre sens, si vous allez doucement et que vos collaborateurs ont envie d'aller vite, les ralentir est aussi une cause de stress. Donc vraiment, regardez cette histoire de rythme. L'image que j'ai en parlant de ça, c'est l'autoroute. Sur une autoroute, ce qui cause des accidents, ce n'est pas la vitesse, c'est la différence de vitesse. Si tout le monde roule à 120 km/h, c'est impossible de faire des accidents, puisque la distance reste toujours la même. Par contre, s'il y a des écarts de vitesse, juste entre 60 km/h et 20 km/h, c'est juste énorme, et là on peut avoir des choses qui font très mal. Donc cette histoire d'écart de rythme est vraiment importante à regarder. C'est ce qui cause en fait des problèmes. Donc juste pour résumer, ramener un maximum de clarté dans le job, améliorer les relations au travail, et puis essayer de s'adapter le mieux possible à la personnalité de vos collaborateurs.